Le ministre du Travail a présenté ce matin son plan quinquennal pour l'emploi. Nous reviendrons longuement sur le chômage, préoccupation numéro 1 des Français, en compagnie de notre invité, le Premier ministre Édouard Balladur, avec qui nous évoquerons également la morosité actuelle à la Bourse de Paris, les suites à donner au rejet par les Serbes de Bosnie du plan de paix international, le nouveau référendum au Danemark sur la ratification de Maastricht ou encore les suites des négociations du GATT. Et puis en fin de journal, petit détour par Cannes où est présenté ce soir La leçon de piano, un film grand favori pour la Palme d'Or. Madame, Monsieur, bonsoir. En raison des circonstances, les cours reprendront demain, mais un service d'accueil est assuré en primaire. À part cette petite affiche apposée devant le groupe scolaire Commandant Charcot à Neuilly, et peut-être quelques sourires tendus chez certains parents, rien ne témoignait ce matin des heures d'angoisse passées dans l'une des classes de cette maternelle. Reportage Marc Maisonneuve, Frédéric Basquet. Regarde le mot du directeur. Je l'ai vu hier à 11h du soir. Moi aussi. Depuis samedi à 7h30, on sait que ce lundi-là sera presque comme les autres. Presque, car les 700 élèves du groupe scolaire Charcot n'ont pas cours aujourd'hui. Seul l'accueil est assuré en primaire et la maternelle est vide. Une cinquantaine d'élèves a passé la journée dans l'école. Ils ont joué dans la cour ou avec leur institutrice. Elle nous a dit qu'on pouvait faire les dessins qu'on voulait. Donc on a pensé à la maternelle. Vous avez dessiné ce qui s'est passé? Oui. On a du mal à se rendre compte que ça peut exister, c'est tout. L'idée de changer d'établissement scolaire vous effleure ou pas? Non, pas du tout, absolument pas. Je pense que vu le comportement de tout le monde ici, au contraire, je recommanderais d'être avec des gens comme ça. Des enseignants qui vont devoir faire en sorte que ce qui s'est passé ne pèse pas sur les enfants. Des enfants qui n'ont sans doute rien vu de cette prise d'otage, mais qui savent. Elle a compris tout de suite. Ces gens-là, vous lui en avez parlé? Non. Non, elle a pensé que c'est un accident. Un accident dont Sylvie n'arrive pas à parler pour l'instant, mais qu'il lui faudra tenter de comprendre avec tous ses camarades pour que l'école redevienne vraiment comme toutes les autres écoles de France. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Je voudrais vous demander tout simplement comment vous avez vécu personnellement cette prise d'otage. Oh, comme tous les Français, avec 2 journées d'angoisse et d'inquiétude. Je crois que ce qu'il y a, si je puis dire, de réconfortant dans la façon dont les choses se sont déroulées et dont elles se sont terminées, c'est d'abord le sang-froid et le courage dont ont fait preuve les responsables sur place, les forces de l'ordre, le personnel enseignant, le personnel médical et aussi les parents qui ont été soumis à une angoisse et une inquiétude épouvantables. Je me permets de dire que de son côté, le gouvernement a fait preuve à la fois de discrétion dans son expression publique, ce qui était indispensable, et de détermination. Nous avions, le ministre de l'Intérieur et moi-même, ensemble dans la nuit de jeudi à vendredi, où je me suis rendu au ministère de l'Intérieur, où j'ai passé 3 heures, arrêté la position et nous n'en avons plus bougé. Tout devait être subordonné à la vie des enfants. Et il était totalement exclu que le ravisseur puisse partir avec un seul enfant. Voilà. Et puis j'ai constaté que dans ces moments d'émotion que nous avons tous vécus et qui ont eu beaucoup de répercussions à l'étranger aussi, j'ai constaté 2 choses. D'abord, je ne le dis pas pour vous être agréable, mais je trouve que la presse, les journaux, radio, télévision ont fait preuve de beaucoup de retenue et n'ont nullement gêné, tout au contraire, l'action qui était celle des forces de l'ordre. Et j'ai constaté également que les Français, dans ces moments difficiles que nous connaissions, ont montré une solidarité, une émotion, une cohésion qui sont tout à fait réconfortants pour l'avenir. Alors, aujourd'hui, où ça n'est plus qu'un mauvais souvenir, je crois que nous devons en tout cas en garder une leçon. La leçon, c'est que quand l'essentiel est en cause, il y a bien des débats accessoires qui n'ont plus aucune importance. Et puis, la leçon, c'est aussi que lorsque l'on fait preuve de détermination, de volonté, et en même temps de discrétion, on arrive à des résultats. En tout cas, je le répète, je salue avec infiniment de respect tous ceux qui ont fait en sorte que ces enfants vivent cette épouvantable épreuve le moins mal possible. Est-ce que vous partagez ces réserves exprimées par le procureur de Nanterre qui a affirmé « ce n'est pas un succès total car la justice et la police n'ont pas pu arrêter le criminel pour le juger »
Il faut savoir ce que l'on veut, n'est-ce pas? L'on ne savait pas très bien si le ravisseur disait ou pas la vérité lorsqu'il affirmait qu'il avait répandu de la dynamite dans la salle et lorsqu'il affirmait qu'il en avait sur lui. Intervenir dans des conditions pareilles présentait un risque extraordinairement grave. Et dans ces conditions, je crois que les forces de l'ordre ont fait ce qu'elles devaient faire dans les meilleures conditions et avec le maximum de courage. Avec la sécurité, on vient d'en parler, c'est de loin la préoccupation première des Français. Je veux parler bien sûr du chômage, nous allons en parler très longuement maintenant. Le ministre du Travail a présenté ce matin les grands axes de son projet de loi quinquennal sur l'emploi qui sera discuté cet automne au Parlement. Avant d'interroger le Premier ministre, des précisions tout de suite avec Yannick Le Tranchant. Le chômage dans le collimateur du gouvernement. Première offensive et mesure immédiate, le traitement social du chômage. 250 000 contrats emploi solidarité supplémentaires seront financés en 93. Ils s'ajouteront aux 200 000 déjà prévus par le précédent gouvernement. Coût total, 6,5 milliards. Deuxième point, Michel Giraud dispose d'une cagnotte, 2,5 milliards de francs pour répondre aux besoins exceptionnels en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle. Pour le long terme, le gouvernement a l'ambition de transformer le marché du travail. Une loi avec effet sur 5 ans sera présentée à l'automne. Premier axe, favoriser la création d'emplois. Méthode utilisée, la prise en charge progressive par l'État des cotisations familiales payées par les entreprises. Économie pour celle-ci, 10 milliards de francs cette année, 50 000 emplois maintenus. Second axe, la flexibilité du travail. Ce sera le dossier le plus difficile. Édouard Balladur n'aura pas trop de tout l'été pour boucler sa loi, mais il a le sentiment que c'est le seul moyen pour enrayer le chômage. Il prévoit 340 000 suppressions d'emplois cette année. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours de politique générale, vous avez promis de stopper la hausse du chômage à la fin de cette année. Est-ce que cet objectif est encore réalisable avec la récession qui se confirme de jour en jour? Tout dépendra, Bruno Mazur, tout dépendra de la question de savoir si la récession va se confirmer ou pas. Je voudrais, si vous voulez bien, replacer toute cette affaire dans son ensemble. L'économie de l'Europe, l'économie de la France ne va pas bien. Nous connaissons pour la première fois depuis, je crois, plus de 20 ans, une récession. Faible encore, mais une récession, la production n'augmente plus. Et comme la production n'augmente plus, on ne peut plus créer les emplois nécessaires pour accueillir toute la jeunesse. 600 000 jeunes vont arriver sur le marché du travail au mois de septembre et certaines entreprises licencient et suppriment des emplois. Alors que faut-il faire? Il faut tout d'abord essayer de rendre confiance à l'ensemble des Français. C'est tout le sens du plan de redressement que nous avons présenté et qui prévoit la baisse de toute une série de charges et en même temps des aides fiscales diverses pour que les entreprises puissent mieux assurer leur activité, puissent investir et puissent créer des emplois. C'est la première des choses qu'il faut faire, rendre la confiance aux Français. Et la seconde chose, c'est que comme nous sommes sur une lancée qui va durer encore des mois, si bien qu'il va y avoir encore des suppressions d'emplois, un chômage qui va s'aggraver dans les mois qui viennent, la seconde chose qu'il faut faire, c'est prendre toute une série de mesures pour rendre la situation de ceux qui sont au chômage la moins lourde et la moins pénible possible. Il s'agit de toute une série de mesures, d'aide aux chômeurs, d'allègement des charges des entreprises, de contrats d'emploi solidarité. Par exemple, je souhaite qu'à la rentrée, les entreprises soient capables de doubler le nombre des apprentis. Plus il y aura de jeunes en apprentissage, moins il y aura de jeunes chômeurs. Et nous devons penser aussi à tous ces jeunes qui arrivent dans notre société à l'âge de la vie active et auxquels on offre pour tout avenir que de s'inscrire à la NPE. Alors tout cela a supposé que soient prises des décisions difficiles à prendre pour le gouvernement et vous me permettrez de le dire pour moi-même aussi. Un certain alourdissement d'un certain nombre de prélèvements qui sont faits pour sauver la sécurité sociale de la déroute financière. Le premier acquis social des Français, c'est d'avoir une retraite, c'est d'être soignés quand ils sont malades et c'est d'avoir un emploi. Voilà les 3 acquis sociaux fondamentaux. Je souhaite que nous les sauvions. Et c'est pour ça que nous avons été obligés de prendre des mesures d'urgence qui s'analysent comme des taxes supplémentaires. Alors, les Français vont-ils le comprendre? Et vont-ils l'accepter? Tout l'enjeu est là. Je sais très bien que dans un premier temps, ils considéreront peut-être que c'était nécessaire,
et qu'on ne pouvait pas faire autrement. Les sondages le disent plus tôt d'ailleurs. Les sondages le disent plus tôt, mais lorsqu'ils verront que sur leur feuille de paye, ou lorsqu'ils feront le plein d'essence, lorsqu'ils verront les conséquences que ça représente pour eux, il est possible qu'ils le comprennent moins bien. C'est un risque que j'assume personnellement, parce que je crois que notre devoir, c'est de tout faire pour redresser la France, et que nous n'avons pas le droit de nous laisser aller comme s'il était possible de passer les 2 années qui viennent et qui sont devant nous, en quelque sorte en rasant les murs, pour ne rien faire. Vous posez rapidement deux questions précises et techniques un petit peu. Est-ce que l'État ne doit pas montrer le bon exemple? En 82, les fonctionnaires avaient été soumis à une sorte de contribution de solidarité de 1% sur leur traitement. Et puis depuis 84, ces sommes, ça représente tout de même, sauf erreur, environ 6 milliards de francs, restent dans le budget de l'État et ne vont pas dans les caisses de l'UNEDIC. Alors est-ce que l'État ne pourrait pas faire déjà ce transfert? C'est effectivement un problème qui se pose. Vous avez raison de le poser, Bruno Mazur. J'ai demandé qu'on l'étudie. Cela étant, l'État a fait des sacrifices considérables. On a restreint, les fonctionnaires ont fait des sacrifices. J'ai décidé, pas très volontiers, mais il fallait le faire, que l'augmentation de 1,8% qui leur avait été accordée au mois de février ne serait pas suivie d'une autre durant le cours de l'année. Mais il est bien vrai que tout doit être fait pour alimenter la lutte contre le chômage. Mais l'État va apporter une contribution considérable au sauvetage des régimes sociaux, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, et un certain nombre de dépenses des régimes sociaux vont être prises en charge par l'État pour justement assurer leur avenir. Ce qui est en cause aujourd'hui, que tous les Français le comprennent, c'est l'avenir de la protection sociale dans notre pays. Si nous continuons comme ça, on ne va pas pouvoir augmenter d'1 point ou 2 la CSG tous les 2 ou 3 ans et comme ça indéfiniment augmenter les dépenses. Il faut absolument changer ce système et faire en sorte que la sécurité des prestations, la sécurité des retraites, la sécurité de l'assurance maladie soient garanties. Certains, il n'est pas interdit de faire preuve d'imagination. Certains syndicats proposent d'asseoir les cotisations chômage, non pas sur les salaires, mais sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui pénalise beaucoup les entreprises qui emploient beaucoup de main-d'œuvre. Oui, exactement. Je crois que ça aurait l'effet inverse de celui qui est recherché. Il ne faut pas que les entreprises qui utilisent le plus de main-d'œuvre, et qui sont souvent d'ailleurs celles qui utilisent la main-d'œuvre la plus modeste, soient en plus pénalisées, parce qu'alors là, elles vont licencier encore davantage qu'elles ne pourraient être tentées de le faire. Mais je suis persuadé, enfin je souhaite en tout cas, que les entreprises prennent conscience de ce qui est en jeu. Je ne peux pas leur demander de recruter si elles n'ont pas de quoi vendre les produits, si elles n'arrivent pas à vendre les produits qu'elles fabriquent, bien entendu. Mais je leur demande de prendre conscience de tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour les aider à vivre, à produire et à produire au meilleur prix. Et je leur demande de prendre conscience de cela, de se consacrer à l'apprentissage et à la formation professionnelle bien davantage encore qu'elles ne le font. Des mesures seront prévues dans le collectif budgétaire que nous faisons voter. Bref, nous sommes tous associés dans le même effort national pour restaurer la confiance. Tout passe par là. Est-ce que les Français vont avoir confiance ou est-ce qu'ils vont considérer que notre pays est en quelque sorte condamné à un déclin lent et progressif? Eh bien, je suis persuadé que non. Et tout l'effort du gouvernement est celui-là. Alors pour lutter précisément contre la montée du chômage, on peut partager le travail, on en a beaucoup discuté, mais on peut aussi partager les salaires. Et aujourd'hui, une partie du personnel de Publicis était appelée précisément à choisir par référendum entre l'acceptation d'une trentaine de licenciements dans cette entreprise ou au contraire une révision à la baisse, bien sûr, de la grille des salaires. Pascal Golomer. Et je trouve bien qu'on instaure ce principe de consultation. Le chômage, ça touche aussi d'autres entreprises dans lesquelles on ne demande pas l'appui au personnel et c'est encore pire. Il ne faut pas croire que ce référendum va permettre aux gens de conserver tous les employés de l'entreprise. Non. Ce référendum, voilà une semaine qu'on en parle chez Publicis. Aujourd'hui, il a bien fallu choisir la diminution des salaires de plus de 12 000 francs ou bien une charrette de 30 à 40 licenciements. La direction optait clairement pour la première solution, mais elle n'a pas voulu prendre seule la décision. Le personnel est finalement d'accord avec elle à une très large majorité. 73% des votants sont favorables à une réduction de 2 à 8% des salaires. Nouvelle clôture en baisse à la Bourse de Paris, près de 0,9%. Aujourd'hui, au total, la Bourse a donc perdu en un mois ce qu'elle avait gagné dans les 3 mois précédents. Jean-Pierre Métivet. Elle sonne un peu comme le tocsin, la cloche du Palais Brongniart aujourd'hui. En un mois, la Bourse a perdu 10%. C'est-à-dire tout ce qu'elle avait gagné depuis le début de l'année dans la perspective du changement de gouvernement.
Apparemment, le plan Balladur est mal passé chez les boursiers. C'est un peu une déception, dans la mesure où on attendait beaucoup du plan Balladur et des nouvelles mesures. Donc je pense que le fait important, c'est qu'il n'y a pas eu de déclic psychologique. On attendait des mesures d'envergure, on a eu que la confirmation d'orientation précédente. Il diminuera la consommation des ménages de 0,2-0,3%, alors que cette consommation est déjà très léthargique, ce qui ne pourra qu'aggraver la situation des affaires, d'où la morosité de la bourse. Ajoutez le lot des mauvaises nouvelles quotidiennes. Résultats en baisse pour les grandes entreprises françaises. L'INSEE, qui vient d'annoncer une croissance encore plus négative que prévu cette année. On tient là les raisons du spleen des boursiers. Mais si le malaise continue, il sera peut-être plus difficile pour le gouvernement d'orienter l'épargne des Français vers la bourse. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de voir la bourse baisser en gros depuis le départ des socialistes? On vient d'expliquer dans le sujet que nous avons entendu qu'elle avait monté dans l'attente de notre arrivée. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses à expliquer. D'abord, les taux d'intérêt ont baissé en France de 25% depuis que nous sommes arrivés au gouvernement. Normalement, ça aurait dû faire monter la bourse. Ce qui l'a fait baisser, c'est essentiellement le fait que les Français ont pris conscience que notre économie n'était pas en aussi bon état qu'on nous l'avait dit, que nos finances étaient en mauvais état, nos finances publiques et comme nos finances sociales, et que c'est déclenché donc un phénomène d'inquiétude. Alors j'entends quelqu'un qui dit « oui, mais il fallait faire davantage ». Nous apportons 20 milliards à l'aide à l'investissement et à l'emploi grâce aux économies que nous faisons sur les dépenses de l'État. C'est tout à fait considérable. Et je le répète, il faut que les Français désormais, aujourd'hui, utilisent à plein tout ce que nous apportons, tout ce que nous offrons pour la croissance, pour la création d'emplois et pour les investissements. Et je pense que si tel est le cas, les choses repartiront du bon pied. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous allons maintenant parler de l'actualité internationale en commençant par la Bosnie où les premiers résultats du référendum, entre guillemets, organisé samedi et dimanche, ont confirmé le non franc et massif des populations serbes de Bosnie à ce plan de paix international. Le leader serbe bosniaque Radovan Karadzic a d'ores et déjà enterré ce plan de paix Vance Owen. Alors comment réagit le négociateur britannique Lord Owen? Notre correspondant à Londres, Christian Marimono, lui a posé la question. La tentation, c'est de répondre d'une manière agressive, en bombardant. Ce sera une réaction primaire. Si ça ne donnait rien, il ne faut pas le faire. Il faut garder à partir de demain, d'après-demain. C'est ce que font les gouvernements français et britanniques. Ils sont sur le terrain, ils comprennent les difficultés. Mais notre résolution n'a pas changé. Nous avons l'intention de faire rendre les territoires occupés illégalement. C'est une question de patience, de guerre des nerfs, de maintenir le processus de négociation, maintenir la pression de serrer la vis pour que les Serbes de Bosnie acceptent. Et maintenant, qu'allons-nous faire, comme dirait Gilbert Bécaud, alors que les Serbes de Bosnie continuent à narguer la communauté internationale? La situation est, si j'ose dire, simple, si j'ose dire. La Bosnie, de fait, est partagée. Et est partagée au mépris de la loi internationale et au mépris des décisions de la communauté internationale. Il y a un morceau qui a été pris par les Serbes de Bosnie, longtemps aidé par les Serbes de Serbie, un autre par les Croates et un troisième qui appartient encore aux musulmans. Je le répète, au mépris de la loi internationale et des droits de l'homme. La France est le pays au monde qui a le plus de soldats en Bosnie, 5000 hommes. Loin devant la Grande-Bretagne et le Canada. Nous avons proposé depuis quelques semaines, d'une part, qu'on renforce le blocus sur la Serbie. Ça a eu de bons résultats. La preuve, c'est que le gouvernement serbe a retiré son soutien aux Serbes de Bosnie. Nous avons en second lieu proposé que l'on définisse des zones protégées au nombre de 6 ou 8 dans lesquelles la communauté internationale assure la protection de la population musulmane. La France assure déjà cette protection dans 2 zones, je crois. Nous demandons aux autres grandes puissances de faire ce que nous faisons. Notamment aux Américains. Notamment aux États-Unis, de faire ce que nous faisons. Si la communauté internationale tout entière assure par sa présence au sol en Bosnie
la défense des minorités qui sont actuellement menacées, je suis sûr que ça peut changer le cours des choses. Pour être tout à fait clair, et vous le dites expressément dans le long interview que vous avez accordé au Monde cet après-midi, vous n'êtes pas du tout favorable à lever l'embargo des armes pour les Bosniaques et encore moins pour les lancer des frappes aériennes. Absolument, parce que nous avons des soldats au sol, nous Français, les Canadiens sont dans la même situation d'ailleurs, et nous ne voulons pas que leur vie soit inutilement menacée par des bombardements dont nous n'avons pas la certitude, ni moins encore la garantie, qu'ils atteindraient leur objectif. Dans ces conditions, nous ne sommes pas favorables, les choses étant ce qu'elles sont aujourd'hui, au recours à pareils moyens de pression. Nous allons maintenant parler de la construction européenne qui est quelque peu chaotique. Il y a ou neige, oui ou non en danois? Eh bien, les citoyens danois vont-ils ou non se racheter et voter demain pour la ratification du traité de Maastricht? Pour la plupart des électeurs, si le cœur dit non, la raison dit plutôt oui. Les deux camps, en tout cas, tentent de convaincre le dernier carré des indécis qui feront la décision, comme chaque fois. Reportage de nos envoyés spéciaux à Copenhague, Bernard Lebrun, Maryse Richard. Des oui longs comme des autobus, mais des placards de non qui attendent à l'arrêt. Des ya et des naï qui s'entrechoquent mais se respectent. L'Europe qui monte dans les sondages quand Jacques Delors se tait ou qui descend quand Bruxelles menace. Un signe, dernier succès en date dans les rayons, la chaussette européenne pour les partisans du oui. L'Europe d'accord, mais au pied. Là, on s'habille. Chez les partisans du non, on se déshabille. Laissez passer l'empereur de Maastricht et ses nouveaux vêtements. Nouveaux vêtements, la nouvelle version du traité révisé au sommet européen d'Édimbourg. Un petit Maastricht, version spéciale pour arracher le oui aux Danois, sans défense commune, sans écu, sans citoyenneté, ni police européenne. Une chimère, disent les partisans du non, il n'y a pas de nouveaux vêtements, le roi est nu, comme dans le conte d'Andersen. On a changé l'emballage, mais c'est toujours pour Maastricht que l'on veut nous faire voter. Toutes les décisions importantes seront faites non par des membres élus par le peuple à un parlement. Non aussi le Parlement européen, ce n'est pas un parlement, c'est un club de discussion. Vous disiez? Mais les décisions seront faites par des ministres, des bureaucrates et des directeurs de banque. Ce n'est pas la démocratie. Seul parti du Parlement danois qui appelle à voter non et dont le leader est cette femme, le parti d'extrême droite ultranationaliste. Ce jour-là, Pia Kjærsgaard recevait le soutien d'honorables députés britanniques conservateurs et eurosceptiques, farouches opposants de John Major. Tout un symbole pour l'avenir de l'Europe. Quant au Danemark de demain, voilà comment le voit le mouvement de juin, un bastion qui résiste à l'image du village d'Astérix, de l'Empire romain à l'Europe ou d'un impérialisme à l'autre. Dans l'entretien que vous avez accordé au Monde, vous affirmez que le calendrier de Maastricht est déjà sérieusement écorné, et raison de plus si le non l'emporte une nouvelle fois à Copenhague. Demain, il y a un débat sur l'Europe à l'Assemblée nationale, à Paris. Est-ce que les positions au sein du RPR se sont maintenant clarifiées entre les pro-anti, ou est-ce que c'est un débat qui est vraiment derrière nous? Oui, je crois que c'est un débat qui est derrière nous. Moi, je souhaite que les Danois répondent oui. Bien entendu, s'ils devaient répondre non, il est probable que cela rendrait difficile l'application du traité tel qu'il a été. Il n'est pas probable, il est certain que ça rendrait difficile l'application du traité tel qu'il a été signé. On constate d'ailleurs que de façon générale aujourd'hui, l'Europe connaît de grandes difficultés. Elle est la zone du monde où la croissance est la plus faible, voire même c'est la récession dans nombre de pays européens. Il y a la crise yougoslave et il y a une sorte de doute général. Et je crois que ça joue un rôle important dans le fait que l'Europe est en ce moment inquiète et un peu en retrait. Et tout notre effort doit être de rendre aux pays européens le sentiment de leur cohésion, de leur solidarité et de l'espoir. Il n'y a aucune raison pour que les 350 millions d'Européens, qui sont parmi les plus actifs, les plus inventifs du monde, connaissent le doute et connaissent l'inquiétude et le marasme. Nous devons absolument les en sortir. Il y a un débat qui agite actuellement le microcosme, comme dirait Raymond Barre, c'est celui de la modification éventuelle du mode de scrutin pour les élections européennes. S'il n'y a pas de liste, s'il n'y a pas de modification de ce mode de scrutin, vous êtes pour une liste unique de la majorité. Oui. Je crois que les Français attendent de la majorité, comme du gouvernement, que nous soyons unis et cohérents. Et c'est pour ça qu'ils nous ont élus. Et j'espère et je souhaite que cette unité et cette cohérence se manifestera aussi lors des élections européennes de l'année prochaine
et que la majorité établisse une liste unique pour l'élection européenne. Je souhaite qu'elle le fasse parce que ce sera le symbole de sa cohésion et de son unité, et surtout 8 mois avant l'élection présidentielle. Ce sera d'autant plus utile. Une liste unique dont vous pourriez, par exemple, être le meneur. Non, ça ne me paraît pas nécessairement une bonne solution. Il ne faut pas confondre les choses. Conduire le gouvernement est une chose. Conduire une liste unique pour les élections européennes en est une autre. Il ne faut pas mélanger les problèmes ni les responsabilités. Alors nous allons maintenant parler du GATT, c'est très important, même si c'est parfois un petit peu compliqué comme débat. Vous avez reçu ce matin le commissaire britannique, Leon Brittan, qui vous a plutôt fait donner des encouragements. Vous venez d'envoyer à nos partenaires européens un mémorandum sur cette question, en faisant le point d'un débat qui déchire l'Europe et aussi les relations entre l'Europe et les États-Unis. Oui, 2 mots pour expliquer les choses très simplement. Qu'est-ce que c'est que le GATT ? C'est un projet d'accord qui prévoit de libérer le commerce dans le monde entier, qu'il n'y ait plus de frontières, qu'il n'y ait plus de barrières douanières ou très peu, qu'il y ait un abaissement des taxes et des droits de douane. Fort bien. Nous n'y sommes pas hostiles, nous y sommes même favorables. Mais nous souhaitons que ce soit égal et équilibré. Or, je constate que dans l'état actuel des choses, on demande à l'Europe, qui est la zone du monde où les droits de douane sont les plus faibles, et où la croissance aujourd'hui est la plus faible, qu'on demande à l'Europe des sacrifices dont d'autres s'exonèrent, qu'il s'agisse du continent nord-américain ou qu'il s'agisse de la zone Asie-Pacifique. Alors à cela, le gouvernement français répond qu'il ne l'acceptera pas. C'est la raison pour laquelle nous avons élaboré un mémorandum sur le GATT que nous avons envoyé à tous nos partenaires européens et également nord-américains, pour leur dire que nous estimions que l'Europe devait être aussi protégée que les autres, qu'il y va de l'activité chez nous, de l'emploi. Si nous ne nous protégeons pas comme les autres, on continuera à détruire des emplois en Europe. Et ça, c'est un danger très grand pour tous les pays européens. Ce n'est pas uniquement une affaire française, c'est une affaire européenne. Et pour mieux l'expliquer, j'ai décidé de demander à un certain nombre de ministres français de se rendre dans les grandes capitales de par le monde, à Washington, à Tokyo, à Bonn, à Londres et ailleurs, pour bien expliquer la position française. Et moi-même, si elle m'y invite, je ne sais pas si c'est l'usage, mais si elle m'y invite, j'irai, volontiers, j'irai m'expliquer devant la Commission de Bruxelles, pour qu'elle comprenne bien le point de vue de la France, qui n'est pas un point de vue étroitement nationaliste, mais qui est un point de vue de défense des intérêts de l'Europe face au reste du monde. Nous ne voyons aucune raison d'être moins bien défendus que les autres. 2 dernières questions, puisque le temps tourne. Vous êtes ici sur une chaîne de service public, alors il y a un débat qui agite actuellement la majorité. Je voudrais vous demander si vous êtes plutôt sur la ligne Carignon, soft, ou plutôt sur la ligne Péricard, qui est plus hard. Oui, enfin écoutez, je suis sur ma ligne, si vous voulez bien. Ma ligne est la suivante. Il y a actuellement en France à peu près 50% d'écoute sur les chaînes privées, 50% d'écoute sur les chaînes publiques. Ça me paraît un bon équilibre, grosso modo. Premier point. Deuxième point, je crois que les chaînes publiques ont une mission particulière qui est d'assurer des émissions qui peuvent avoir parfois un but culturel ou éducatif et donc avoir moins d'audience que d'autres. Elles doivent en courir le risque, à condition bien entendu qu'il leur en soit tenu compte dans les moyens qui leur sont alloués. Et puis, troisième conviction qui est la mienne, je n'ai aucune envie de perturber et de bouleverser une nouvelle fois le paysage audiovisuel français, comme on dit. Chaque majorité nouvelle qui arrive fait de nouvelles lois, crée de nouveaux organismes. Je crois que nous n'avons pas besoin de ça. Je suis beaucoup plus pragmatique. Je crois qu'on peut faire en sorte que les organismes actuels vivent et travaillent dans de bonnes conditions, à condition que chacun, soit conforme et soit fidèle à la mission qui est la sienne. Toute dernière question, nous fêtons aujourd'hui les Pascals. Alors je voudrais demander tout simplement si vous êtes quelquefois sujet au fameux doute pascalien. Le doute pascalien. Ah, je suis quelqu'un qui remet les choses en cause à l'intérieur de lui-même assez souvent. Oui, je m'interroge beaucoup pour savoir si ce que je fais, on ne pourrait pas le faire autrement, mieux, différemment, si les idées que j'ai sont les bonnes, si d'autres qu'on défende d'autres ne sont pas les meilleures. Je ne le manifeste pas trop, puisque apparemment ce n'est pas l'image que je donne. Mais c'est vraiment ma vérité, si j'ose dire.
Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'espère que vous avez payé votre tiers provisionnel, parce que je vous rappelle, et je rappelle à tous nos téléspectateurs, que le délai, c'est ce soir minuit. Mon cher ami, je suis mensualisé, donc je vais payer. Merci beaucoup. À grande vitesse, car nous sommes en retard. Présentation du TGV Nord, qui sera inauguré demain à Lille par le Président de la République. Paris sera à 1h20 de la capitale des Flandres et à 1h seulement à partir du 26 septembre prochain. Quid novis sub TGV? Réponse de Philippe Dumez. La première innovation du TGV Nord, c'est peut-être l'effort réalisé pour protéger l'environnement. 3 milliards de francs sur un coût total pour la ligne nouvelle de 18,5 milliards de francs. L'amélioration ensuite apportée à la gestion des trains permettra de faire passer en heure de pointe un TGV toutes les 3 minutes au lieu de 4 ou 5 sur les autres lignes. Enfin, et c'est un point important pour les passagers, la climatisation et l'étanchéité des rames ont été renforcées. Cela réduira considérablement la pression sur les tympans lors de la traversée des tunnels. Signalons aussi des sièges inclinables en toute classe, plus de place pour les jambes des passagers, téléphone et nurserie, mais on n'aura pas beaucoup le temps d'en profiter. 1h20 actuellement pour faire Paris-Lille et seulement 1 heure à partir du 26 septembre prochain. Une inauguration qui pourrait être perturbée demain par les abonnés de la ligne Paris-Lille qui ont découvert avec stupeur que TGV égale tarif grandement vertigineux. Reportage Benoît Gadret, Gilles Balbastre. On les appelle les modulopatiens. Chaque jour, ils sont plusieurs centaines à faire le voyage entre le Nord et Paris. Des super banlieusards, impatients de voir le TGV réduire de moitié leur temps de trajet. Mais avec les nouveaux tarifs, ils ont vite déchanté. Nous sommes environ à 1350 francs à peu près par mois. La SNCF, tout simplement, nous propose 4000 francs par mois. Pétition, manifestation, la réaction n'a pas tardé car une telle hausse implique pour beaucoup un changement de vie. Moi, j'ai peut-être une solution de reprendre une chambre à Paris comme au début et puis donc de me séparer de ma femme et de mon gamin et puis de recommencer comme au début. Bon, ça, c'est pas normal non plus. Les billets normaux sont eux aussi à la hausse, entre 25 et 80% d'augmentation selon l'heure de départ, le prix à payer pour la vitesse et le confort du TGV. C'est vrai que nous ne faisons pas d'effort commercial tout particulier, hormis le fait que quand même, voyager de Lille à Paris tous les jours pour 100 francs par trajet, c'est le plus bas prix qu'aura un voyageur commercial normal. 100 francs pour un billet joker, mais en réservant 30 jours à l'avance. Après Socrate, la nouvelle tarification ternit sérieusement l'image de la SNCF. Ce n'est sans doute pas un hasard si le nouveau ministre de l'Intérieur a choisi la Corse pour son premier déplacement officiel en province. L'occasion pour Charles Pasqua de demander aux Corses de toute tendance politique de travailler avec le gouvernement pour transformer l'image de l'île de beauté. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Samper, Philippe Turpot. Quelques poignées de main, quelques applaudissements dans les rues d'Ajaccio. Ici, Charles Pasqua est presque en famille. Une première visite officielle placée sous le signe de l'ouverture, du dialogue. Pas de déclaration fracassante comme en 1987 contre les terroristes, mais devant les élus de l'Assemblée de Corse, un ton ferme pour rappeler la nécessité de mettre fin à la violence. La lutte contre la criminalité organisée, d'où qu'elle vienne, et celle contre la corruption et le détournement des fonds publics me paraissent sur ce point devoir être notre priorité. Elles seront conduites fermement. Dans l'Assemblée, seuls les nationalistes n'applaudissent pas. Charles Pasqua est surtout venu dans l'île pour demander aux élus de lui proposer un plan de développement économique pour la Corse. Si je vous disais que je n'ai pas d'idée et que mes services ne font rien, vous ne me croiriez pas. Donc nous réfléchissons de notre côté, mais nous souhaitons que les idées et les grands axes du développement soient définis par l'Assemblée et par son exécutif. Toute l'après-midi, les discussions se sont poursuivies à huis clos à la préfecture. Le ministre de l'Aménagement du Territoire attend des propositions claires avant le 30 septembre. Nous vous le laissions entendre dès hier, le jeune David Guiberto a bel et bien été assassiné. Les résultats de l'autopsie ont révélé que ce garçon de 14 ans avait été tué à l'arme blanche. Éric Lemasson. Je ne comprends pas qu'il y ait des gens pour faire des choses comme cela. Ce sont les mots simples d'une mère effondrée. Son fils David avait 13 ans et demi. Hier matin, son corps a été retrouvé par des chasseurs sous un tas de branchages à 1 kilomètre de son domicile. Pas de doute, ont dit aujourd'hui les enquêteurs après l'autopsie, David a été tué de plusieurs coups de couteau, vraisemblablement très peu de temps après sa disparition. C'était le 22 avril dernier. Ce jour-là, David n'était pas rentré chez lui.
dans cette cité HLM de Mondragon. Ce jour-là, David devait aller à la piscine pour prendre des leçons de plongée. Ce jour-là, l'inquiétude avait commencé pour ses parents. Depuis, des recherches, des battues, toujours infructueuses, jusqu'à la découverte de son corps hier matin. Aujourd'hui, les enquêteurs ont fouillé à nouveau les lieux à la recherche d'un indice, d'un élément d'explication. Selon les premières constatations de l'autopsie, le jeune garçon n'aurait pas subi de violences sexuelles. Avant d'aller sur la croisette, un mot pour saluer l'arrivée au Sable d'Olonne de Bernard Gallet, le dernier des 13 concurrents du Vendée Globe Challenge, qui a touché terre donc plus de 2 mois après le vainqueur, Alain Gauthier. Le Festival de Cannes donc a fêté aujourd'hui une quasi-inconnue qui ne va sans doute pas le rester longtemps. Je veux parler de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion, que vous voyez monter les marches du fameux bunker, venue présenter ce soir son dernier film, La leçon de piano. Un film d'une étonnante beauté esthétique déjà encensé par tous les critiques qui voient en lui une très probable palme d'or. Nicole Cornu-Langlois. Ce piano abandonné sur une plage sauvage de l'autre bout du monde est devenu ce matin la star de la croisette. Il a conquis les festivaliers, admirateurs inconditionnels de la leçon de piano de Jane Campion, qui partage avec ses acteurs la joie de ce succès immédiat, unanime. Très très bouleversant, formidable. Je suis encore tout ému. Je suis complètement retournée. Vraiment, c'est magnifique. It's great. C'est un film qui est très fin, qui est très fort. Ah, c'est extraordinaire. C'est réussi. Je crois que si celui-là n'a pas la Palme d'Or. Mais qu'a-t-il donc, ce piano irrésistible? Il appartient à cette jeune femme muette, mère d'une petite fille. Elle est venue épouser un inconnu. Et ce précieux piano, c'est sa vie. Oh, no, it can't come now. But Mom, she wanted to come. Yes, and so do I, but there are too few of us here to carry it now. Too heavy. She's extremely stubborn and willful. Ada est une femme obstinée. Elle est très forte. Elle peut vivre d'une manière victorienne. Elle m'attendrit parce qu'elle se met dans une situation un peu folle. Elle agit selon sa propre conception de moralité et d'honnêteté. Pour récupérer son piano, elle va donner des leçons à un voisin primitif. Ed, wait. Do you know how to bargain? There's a way you can have your piano back. I'd like us to make a deal. There's things I'd like to do while you play. If you let me, you can earn it back. What do you think? One visit for every key. L'homme est dans le rôle de l'intrigant parce qu'il est attiré sexuellement et il est bouleversé par cette femme qui ne s'engage pas du tout. Elle acceptera tout parce que ce piano, c'est son moyen d'expression. Et les scènes entre eux vont devenir de plus en plus torrides. Le désir devient amour et les passions se déchaînent. Le mari, c'est Sam Neill, d'origine irlandaise, il vit en Nouvelle-Zélande. Elle, c'est Holly Hunter, actrice américaine. Pour nous, ils ont joué aux journalistes. Raconte-nous comment c'était de travailler en Nouvelle-Zélande, ce petit pays si loin de tout et donc si loin de chez toi. L'étrangeté totale de tout ce qu'il y avait autour de moi, le paysage, les gens, les Maoris. Tout cela m'a rendu plus facile le fait de plonger dans ce rôle. Le film nous montre les différentes facettes de la sexualité. Est-ce que cela veut vraiment dire d'être une femme ou un homme? Oui, une histoire de pulsion romantique, une histoire contemporaine aussi de possession et d'abandon, rythmée par la musique lancinante de ce piano magique et mythique que l'on n'est pas prêt d'oublier.
22h40, Savoir Plus, notre magazine médical consacré ce soir aux soins à distance. Vers minuit, le dernier journal en compagnie de Philippe Lefebvre. Ensuite, Michel Field recevra en direct de Cannes, comme chaque soir, Sabine Azéma et Robert Doisneau. Bonne fête au Pascal. Dans un instant, la météo de Sophie Davant qui nous annonce une dégradation par l'ouest. Excellente soirée, merci, à demain 20h.